Retrouvez Smart Digital avec Inetom et ses athlètes du digital, leader des services et des solutions numériques. Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Smart Digital. Smart Digital, c'est votre rendez-vous sur le présent, le futur de la transformation numérique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux opportunités autour des métavers et plus précisément des intravers. On regardera ensemble quelle est la définition exacte d'ailleurs derrière ce terme, mais aussi quelles sont les réalités des usages de la réalité virtuelle. Et puis on parlera de ses bénéfices économiques, bénéfices en termes de compétitivité et d'innovation pour les entreprises. Et comment ne pas aborder la question de ChatGPT et des IA génératifs, car oui, c'est un sujet technologique complémentaire à celui du métavers. Avec moi en plateau pour parler de ces sujets, Jean-François Gaudy, directeur de l'innovation groupe chez Inetom. Ça veut dire que vous pilotez la stratégie d'innovation d'un acteur majeur aujourd'hui en Europe dans la fourniture de services et de solutions digitales. Et avec vous, à vos côtés, Adrien Badevant, qui est membre du Conseil national du numérique, avocat spécialisé en droit des technos, auteur de l'Empire des données paru au Seuil en 2018. Les technos, c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. Vous avez participé à une mission exploratoire sur le développement des métavers qui aboutit en juillet 2022 à un rapport avec l'objectif de présenter quels étaient ces enjeux justement du et des métavers pour la France. Alors Smart Digital, ça se termine toujours par les key points. Ça va nous permettre en 2 minutes vraiment de résumer ce qui est important à retenir. Mais tout de suite, donc, on démarre avec ce talk. Métavers, intravers, IA générative, c'est Smart Digital. Alors, métavers, on en a beaucoup parlé, reparlé, j'ai envie de dire, au moment où Mark Zuckerberg a décidé de renommer son groupe Facebook en Meta. On s'est dit là, ça y est, il se passe quelque chose, on va rentrer dans des mondes immersifs, c'est en train de devenir une réalité, mais finalement, on a toujours un peu de mal à capter ce qu'on met derrière ce terme métavers. Alors, Adrien, je disais, vous avez participé à une mission exploratoire sur ce sujet. Est-ce qu'on a une définition aujourd'hui qui fait consensus ? Au titre du rapport exploratoire, on a préféré utiliser le pluriel, puisqu'il y a des métavers plutôt qu'un métavers au singulier. Et cette difficulté de définition, on la retrouve parce que chaque entreprise qui développe son projet essaye d'une manière un peu marketing de nous dire par une prophétie autoréalisatrice que c'est sa manière de voir les choses qui va s'imposer à tous. Les métavers, nous, on les a définis comme des simulations d'espaces virtuels qui sont en 3D, en temps réel, partagés et qui sont pertinents. C'est-à-dire que si vous sortez de cette simulation virtuelle, elle continue à tourner. Mais alors, simulation et virtuelle, ça fait deux choses assez proches. Donc, on ne simule pas du réel, on crée vraiment, on innove totalement, on crée des univers totalement virtuels. C'est ça que vous voulez nous dire ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons, modalités d'accès. Ça peut être avec certains outils de casques de réalité virtuelle, des lunettes de réalité augmentée, des téléphones portables. Il n'y a pas encore un outil qui s'est véritablement imposé encore aujourd'hui. Ouais. La définition qu'on a donnée, c'est celle vers laquelle on tend à aboutir, mais il existe soit, selon certains, aucun métavers ou que des proto-métavers, c'est-à-dire des projets qui sont en cours de développement. Ça dépend de ce que vous mettez justement dans cette définition. Et en France, on a bien vu, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais qu'il y a 2 grands écosystèmes traditionnellement, ceux qui viennent plus des technologies immersives et toute une mouvance aussi qui se basait beaucoup plus sur les technologies de registres distribués, les blockchains, qui essayaient aussi d'utiliser ce terme métavers il y a quelques mois au moment d'une vague un peu plus hype. Oui, c'est ça, comment on rentre tout ça dans le Web 3. Alors, on va s'intéresser à ces réalités virtuelles, ces mondes immersifs. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit des exemples très concrets d'utilisation en entreprise, Jean-François Gaudy ? Alors oui, certainement. Est-ce que ce sont des métaverses ou le métaverse, en tout cas, qu'on utilise en entreprise, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des technologies qu'on retrouve dans le métaverse, à savoir la réalité virtuelle et le côté immersif de la réalité virtuelle, qu'on retrouve vraiment en entreprise. Alors pourquoi ? Parce que typiquement, l'immersion qu'on peut avoir grâce à la réalité virtuelle, et en particulier grâce à des dispositifs tels que les casques de réalité virtuelle, ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment de s'immerger et de vivre pleinement la scène de manière à pouvoir la revivre. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est de pouvoir former les gens à ce qu'ils vont pouvoir trouver dans la réalité plus tard dans leur entreprise, et par exemple de les mettre en face de situations qui peuvent être complexes, de les faire répéter, en gros de créer des simulateurs
de ce qui va se passer plus tard dans leur entreprise et qui vont pouvoir répéter. Et donc, ça existe déjà, on ne parle pas du futur là. Alors ça existe, et en plus ça existe depuis longtemps. Les industriels, en fait, je pense aux constructeurs automobiles par exemple, ont utilisé des dispositifs qui permettaient de faire de la réalité virtuelle, en tout cas de plonger les gens à l'intérieur d'un environnement pour pouvoir tester leurs réactions, leur appétence à tel ou tel dispositif dans une voiture par exemple, depuis longtemps. Donc, alors là, c'est intéressant parce que là, on est quand même dans la simulation d'événements qui ne sont pas encore arrivés ou dans des dispositifs nouveaux. On place l'utilisateur face à un événement auquel il n'a pas forcément été préparé, puis on l'entraîne. Mais il y a aussi, dans la réalité virtuelle, les jumeaux numériques où là, on fait quoi ? On reproduit la réalité ? Alors, le jumeau numérique, il a pour avantage, finalement, on peut créer un jumeau numérique de quelque chose qui n'existe pas encore. Ah. On peut créer le jumeau numérique d'une usine qui n'a pas encore été construite, ne serait-ce que pour pouvoir expérimenter dans cette usine la faisabilité de certaines tâches, le fait qu'elle ait été conçue de manière optimum. Pourquoi pas, lorsqu'on dispose des outils suffisants pour cela, d'immerger des personnes à l'intérieur de cette usine et leur demander de travailler comme si elles étaient dans le monde réel. Et là, on va vers le lean. C'est-à-dire qu'en fait, on peut optimiser les mouvements, les emplacements, la manière dont les gens vont réagir dans cette usine avant même qu'elle soit construite, et donc de pouvoir optimiser la disposition par la suite de l'usine. Et quand je parle d'usine, évidemment, vous pouvez transposer ça dans énormément de cas. On peut imaginer, par exemple, des bâtiments publics dans lesquels on va vouloir vérifier que l'expérience pour les utilisateurs, et je pense par exemple aux personnes handicapées, va être adéquate. Est-ce qu'on a bien prévu l'ensemble des dispositifs qui sont nécessaires ? Donc des jumeaux, mais du futur. Est-ce que ça, le concept de jumeaux numériques, c'est aujourd'hui le meilleur exemple peut-être le plus concret qu'on puisse donner des métavers ? Je pense que les exemples sont assez transversaux parce qu'on peut aller sur le jumeau numérique des industries. Aussi en matière de santé, il y a des jumeaux numériques du cœur, par exemple, où on fait des simulations pour voir ce qui se passerait dans différentes configurations. Et à l'autre côté du spectre, dans les industries créatives et culturelles, vous avez aussi des répliques de bâtiments, du patrimoine, de monuments qui peuvent être très intéressantes. Notamment ce qu'on a pu analyser. Avec Notre-Dame, d'ailleurs. Et voilà, il y a une expérience qui a été faite notamment par Emissive, qui est très intéressante rétrospectivement depuis le XIIIe siècle. Éternelle Notre-Dame. Éternelle Notre-Dame, qui est très réussie. Après, la question, c'est de savoir si cet univers va être persistant et partagé, ou est-ce que c'est juste une expérience qui est... Enfin, voilà, parce que le concept des métavers se distingue aussi de la réalité virtuelle par ce côté persistant, partagé. Peut-être que tous les cas d'usage n'ont pas besoin d'être persistants et partagés. Mais ce que je voulais dire sur la culture, c'est qu'en France, c'est un de nos avantages compétitifs. Je veux dire, macroéconomiquement, on est une des destinations les plus visitées. Et dans un contexte où il y a économiquement, environnementalement, et de manière aussi sanitaire, peut-être des restrictions qui peuvent arriver dans les prochaines années, comment on peut proposer en France des expériences hybrides culturelles, et ça peut passer par ces répliques numériques aussi de monuments et de musées, avec des expériences qui peuvent être assez inédites à l'intérieur. D'ailleurs, en l'occurrence, d'un point de vue culturel, ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi la manière dont les artistes peuvent se saisir des outils qui composent le métaverse. Et notamment pour pouvoir créer des expériences immersives, artistique, et j'ai le souvenir notamment de rencontres très intéressantes, notamment aux rencontres de Arles, où effectivement un ensemble d'artistes présentaient l'utilisation de la réalité virtuelle pour la création d'œuvres. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant aussi à regarder. Alors, on va s'intéresser maintenant à l'intravers. Qu'est-ce que c'est l'intravers ? Réponse en vidéo. Au sein du Mobile World Congress, on voit beaucoup de démonstrations des futurs possibles avec la 5G autour des mondes immersifs. Mais là, ce qui est intéressant, je trouve, sur le stand d'Inetom, c'est la découverte des intraverses. Qu'est-ce que c'est un intraverse, Marion Latapie ? Alors, un intraverse, c'est la solution, une plateforme qui a été développée par Inetom qui va permettre aux entreprises de créer leur propre univers virtuel à leur image. Et ce, de manière très simple. Donc pour l'interne, pour des usages en interne. Ça concerne quel type d'entreprise, dans quel secteur c'est intéressant de développer son intraverse ? Alors les possibilités sont infinies, donc c'est vraiment les cas d'usage qui vont déterminer l'utilité
qui vont déterminer l'utilité pour les entreprises. Ouais. On a plusieurs cas d'usage aujourd'hui très concrets. Par exemple, pour les industriels qui vont créer à l'échelle d'un site ou d'une usine ou d'une chaîne de production des choses qui vont pouvoir permettre de former leurs collaborateurs dans les univers pour manipuler clairement les objets qui sont dans les industries. On a aussi les universités ou les centres de formation qui vont pouvoir proposer à leurs étudiants de la transmission plus interactive, plus immersive, avec une pédagogie plus poussée pour les plonger dans un univers pédagogique particulier. Et là, en l'occurrence, ce qu'on voit défiler derrière nous, on a Rezous qui est avec nous, qui est en train de faire une démonstration de ce qu'il est possible d'imaginer avec les intraverses. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, ici, c'est un intraverse Inetum qui probablement remplacera les sites internet des entreprises dans le futur. C'est la nouvelle vitrine en fait d'une entreprise, c'est ça? Alors oui, c'est vraiment une vitrine, mais c'est plus que ça, c'est aussi un outil. Par exemple, nous, on s'en sert pour pouvoir onboarder les nouveaux collaborateurs qui ne sont pas encore dans l'entreprise, mais qu'on va pouvoir plonger virtuellement dans notre propre univers avant qu'ils intègrent notre société. Ben voilà, un bon cas d'usage très concret. Merci Exactement. beaucoup. Merci. Ouais. Ouais. Alors, les intravers, est-ce que ça fait partie, là aussi, d'une application que vous avez pu étudier lors de votre mission exploratoire sur les enjeux des métavers? Est-ce que c'est peut-être la première application simple pour une entreprise qui veut découvrir ces nouvelles opportunités? Je pense que vous avez raison de souligner la chronologie, parce que quand on parle des métavers, souvent ce sont des choses qui vont mettre beaucoup de temps à se développer, peut-être 10, 15, 20 ans. Ça dépend ce à quoi on veut aboutir. Si ce sont des mondes interopérables, interconnectés, c'est vrai qu'on est très loin du compte. Dans les cas d'application un peu plus court terme, le tout premier cas d'application, ça pourrait être une intersection entre des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Le jeu vidéo qui apparaît de plus en plus comme un des arts majeurs du XXIe siècle. Et donc, c'est cette couche en fait, d'interaction. C'est un nouveau média immersif. Donc, ça peut passer par là. Et ça peut passer aussi peut-être, que Jean-François le décrira de manière encore plus précise que moi, sur un exemple type intravers. Il y a, à mon avis, beaucoup de cas d'usage différents. Quels exemples concrets on a aujourd'hui d'intravers, par exemple? Nous, ce qui nous a intéressé, c'est par exemple de prendre l'environnement de notre entreprise pour pouvoir le présenter soit à nos clients, soit à des prospects, soit aux personnes qui nous rejoignent pour pouvoir les immerger justement dans notre entreprise et pour pouvoir leur présenter ce qu'on fait de manière un petit peu différente. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est la notion de persistance qui était soulignée par Adrien tout à l'heure. On s'est posé la question dans un monde d'entreprise, dans un intraverse, du coup, de savoir si on devait conserver cette notion de persistance. Et c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire d'avoir ce monde de présentation de l'entreprise qui vit tout le temps, sans s'arrêter, et dans lequel on va pouvoir en temps réel retrouver des personnes qui viennent le visiter, qui s'en vont. Parfois elles ne sont pas là, parfois elles sont là. Et puis on va d'ailleurs après ajouter des nouvelles expériences, comme le fait d'avoir potentiellement des avatars qui sont pilotés par de l'intelligence artificielle plutôt que de Et quelles organisations ça va concerner en premier? Toutes les entreprises aujourd'hui qui peuvent se poser la question effectivement de la manière dont elles veulent renouveler leur communication, mais aussi la manière dont Donc communication interne, externe à la fois. Interne, externe, ouais. Pourquoi pas. Et puis la manière dont elles accueillent les nouveaux arrivants, dont elles font... voilà, là il y a toute une partie qui est autour de la communication de l'entreprise et puis de la formation. Et donc des ressources humaines. Des ressources humaines. Pour les RH. Effectivement, on travaille, nous, beaucoup avec nos ressources humaines pour justement favoriser l'accueil, comme je disais, des nouveaux arrivants, pour faire de la formation. Mais les cas d'usage dans le cadre de l'entreprise sont très poussés également sur la partie formation ou mise en situation. Formation, par exemple, aussi dans tout ce qu'on appelle les soft skills, pour lesquels, en fait, ces technologies immersives sont particulièrement utiles. Même si ça peut être contre-intuitif, parce qu'on se dit, alors sur ces compétences très humaines, on a besoin d'avoir recours à la technologie. Pourquoi pas s'entraîner avec la technologie? Enfin, j'ai toujours un exemple qui me vient en tête, qui est celui de la prise de parole. De la prise de parole en public, devant, pourquoi pas, un public important, le faire se jeter dans le bain. On se retrouve dans la situation du trac face au public. Exactement. On peut ressentir ce trac face à un public qui pourtant est simulé.
en réalité virtuelle, de la même manière d'ailleurs que je vous invite à essayer ces expériences de marcher sur une planche au-dessus du vide en réalité virtuelle. Beaucoup n'y arrivent pas. Ouais. Parce que justement, moi je l'ai fait sur Éternel Notre-Dame. J'étais pas très à l'aise. On se retrouve à un moment tout en haut de la charpente. On sait pourtant qu'on est sur un sol plat, mais le cerveau a vraiment du mal à gérer les deux. Donc c'est vrai qu'on est en immersion totale. C'est important que les entreprises s'emparent de ces technologies. Quels sont les enjeux qui ressortent du rapport que vous avez remis sur Alors, le rapport est assez long et complet, donc je ne vais pas pouvoir adresser tous les enjeux. Il y a des enjeux déjà d'ordre de santé publique et environnementaux. Il va falloir aussi développer des systèmes qui prennent en considération la fatigue visuelle, musculaire, l'impact que peuvent avoir ces nouveaux usages aussi en termes d'empreinte environnementale, écologique. Et puis, je pense qu'il faut se garder d'une approche solutionniste qui viendrait dire que tous les cas d'usage sont concernés par cette technologie. Par exemple, on a été tous très fatigués par les visioconférences, tous ces outils, Zoom ou autres, Teams. Cela dit, on était déjà très fatigués par toutes les réunions qu'on avait au bureau. Et les métavers vont peut-être pas forcément être pour l'école longue distance. Bien sûr, si on est tous les trois architectes et en temps réel, on a besoin de manipuler un modèle, une maquette. Là, ça peut avoir du sens d'avoir quelque chose avec de l'immersion. Mais si c'est pour faire un call un peu plus classique, peut-être pas. Donc, moi, je pense qu'il faut voir prudemment et se garder de cette tentation de vouloir appliquer ça à tous les cas d'usage. La façon dont je perçois les métavers avec Camille François et Rémi Ronfard, qui sont les deux co-rapporteurs avec qui on a rendu le rapport aux 3 ministères, c'est une nouvelle ère esthétique. Il y a potentiellement une nouvelle ère de créativité avec des médias immersifs avec lesquels on peut entrer en interaction. Et c'est pour ça que le vecteur culturel et artistique est particulièrement intéressant. Donc c'est là l'enjeu de la France, c'est sur la partie culturelle. Industriel est très important également. Et je disais ça en complément de ce que Jean-François avait très bien déjà présenté. Je pense qu'on parle aussi d'industrie culturelle et créative, après tout. Il y a beaucoup d'enjeux d'ordre de souveraineté et autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'ère de créativité esthétique, il faut se rendre compte qu'on a encore du mal à anticiper les usages parce qu'ils ne sont pas encore tous développés à grande échelle, mais c'est le fait de pouvoir rentrer en interaction dans un tableau, de faire danser la danseuse de Degas, c'est le fait de pouvoir avoir un nouveau rapport, par exemple, à des arts auxquels on n'avait pas pensé jusqu'à présent, et donc il faut être aussi prudent mais patient sur les prochaines années avant que ça advienne. Et puis ça veut dire qu'il faut expérimenter, parce que pour savoir quoi faire avec ces technologies, comment s'en servir pour ces nouvelles expériences, pour transmettre notre culture au monde, il faut expérimenter aussi. Oui, et puis... on commence par quoi, Jean-François Gaudy, quand vous avez les clients comme ça alors vous ne les avez pas en direct, parce que vous faites de l'innovation au sein même de votre groupe, mais... Si, justement, pour le coup, on reçoit des clients et on les immerge dans les mondes qu'on a créés. Et qu'est-ce que vous leur dites pour démarrer ? En fait, ce qui est intéressant, alors c'est vrai que nous, on a outillé le concept. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'abord de leur montrer ce qui est possible, de les mettre dans des mondes qui sont assez proches des leurs, c'est-à-dire le monde de l'usine, etc. Donc, pour pouvoir leur montrer cette faculté à s'immerger, à se préparer, mais aussi, pourquoi pas, à utiliser ces technologies pour se mettre dans des situations qui n'ont aucun rapport avec la réalité. C'est quand même assez drôle de finalement se dire qu'on voudrait reproduire absolument la réalité dans le virtuel, mais pourquoi pas faire quelque chose de complètement différent ? Pourquoi pas aller faire un cours sur la Lune ? Pourquoi pas se mettre, visiter le fin fond des océans pour des gens qui n'ont pas le moyen de le faire facilement. Enfin, d'ailleurs, personne ne l'a. Donc, en fait, c'est vraiment la possibilité de faire ce genre de choses. Et ensuite, c'est de trouver les cas d'usage. Donc, effectivement, quand nos clients viennent, souvent, ils ont des idées. On leur montre beaucoup de possibilités, de choses qu'on a déjà implémentées. En fait, on va les mettre en situation. Et à partir de là, ils se disent, mais tiens, en fait, moi, j'ai une idée. Est-ce qu'on peut la maqueter ? Est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre rapidement ? Et c'est de l'investissement, mais est-ce qu'il y a de retour sur investissement ? Le retour sur investissement pour nos clients, alors moi, je pense qu'il est vraiment évident lorsqu'il s'agit de simulation. Enfin, si vous imaginez ce qu'il faut pour pouvoir former sur une énorme machine industrielle, c'est le cas actuellement d'un de nos clients, qui a une machine industrielle qui fait 10 fois la taille de la pièce dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et pourtant, studio est large. Et il est immense. Effectivement, si vous avez besoin de 10 opérateurs pour travailler sur cette machine en même temps et qu'il faut la simuler, etc., construire une maquette de cette machine ou utiliser la maquette de la machine réelle, ça coûte beaucoup d'argent. La simuler sous forme
de réalité virtuelle, alors là, c'est complètement différent et ça permet de se mettre dans des situations où, en plus, on ne va pas mettre les gens en danger. Et alors, je parle là de l'industrie, mais imaginons un peu ce qu'il en est de la défense ou des pompiers, santé, de la police, ouais. etc. Effectivement, ça permet de se préparer dans des conditions quasi réelles, les plus proches possibles de la réalité, à des interventions, quelles qu'elles soient. Et vous avez parlé de la santé, effectivement. La santé, encore une fois, la défense, tous ces métiers dans lesquels... Tous ces secteurs où l'expérimentation, finalement, coûte très, très cher. Exactement. Alors, je voulais qu'on parle quand même de ces IA génératives, parce que vous publiez, il y a 1 an à peine, un rapport sur les métavers en pleine euphorie, j'ai envie de dire, autour de ce terme. Et puis, badaboum, arrive ChatGPT, les IA génératives, on a l'impression qu'on passe à autre chose. Votre regard là-dessus? Chaque année, il y a un nouveau buzzword. Donc, il y avait le SaaS, le cloud, demain, le quantum, le quantique. Donc, et pourtant, il faut aller au-delà des... On nous dit, Meta, encore là récemment, on nous dit « Ah oui, mais attendez, l'IA, c'est une brique des métavers. C'est même une brique essentielle de base. » Alors, sur la possible intersection, une illustration, c'est les NERF. N-E-R-F. C'est notamment une technique, pour simplifier, de deep learning qui vous permet, à partir d'images 2D, de reconstituer des scènes 3D. Donc, vous donnez à un modèle d'entraînement d'IA plein d'images et il peut vous reconstituer, par exemple, Paris tel que c'était en 1950. D'accord. Donc, c'est hyper intéressant par rapport à... Tout le monde connaît, je pense maintenant, ChatGPT avec des prompts, c'est-à-dire des données d'entrée qui sont du texte, mais qui donnent différents types de données de sortie, des images. Là, vous pouvez passer de la 2D à la 3D. C'est l'inverse du Polaroid. Le Polaroid, quand c'est sorti, on vivait dans notre vie 3D en temps réel et on a voulu capturer un instant précis. Et là, c'est à partir de cet instant précis, on fait l'inverse. On passe à la 3D. Et ça, en termes de simulation, et c'est là où il y a l'intersection entre potentiellement des algorithmes d'IA qui peuvent venir générer beaucoup plus rapidement du monde 3D. Et je finirai sur cette analogie-là. Il y a 10, 15 ans, 20 ans, c'était de moins en moins compliqué de créer un site Internet. Au début, c'était très compliqué. Personne ne savait le faire soi-même. Maintenant, tout le monde crée un blog en 2 secondes. Et dans les prochaines années, créer un espace virtuel 3D, ça va être avec des outils no-code de plus en plus simplifiés et ça va être notamment rendu possible avec des algorithmes d'IA. Même analyse sur une complémentarité ou comment l'IA aujourd'hui s'imbrique dans les projets de métavers? Alors, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit par Adrien. Sur la partie génération de la 3D, c'est un pas qui est énorme parce que, en fait, on sait très bien que dans la génération d'un univers virtuel, ce qui coûte cher, c'est justement l'assemblage de toutes ces briques 3D et pour lesquelles on utilise beaucoup de gens qui font de la modélisation 3D, etc. Ouais. Qui vont être extrêmement assistés désormais par des IA génératives. J'espère d'ailleurs que les IA génératives ne feront pas tout le travail toutes seules et qu'à un moment, on aura quand même des gens aussi qui viendront apporter une touche différente, quand même aussi dans ce qui est généré. Bon, pour l'instant, on voit qu'on a quand même toujours besoin de l'humain, ne serait-ce que pour vérifier le travail. Oui. Bien le décrire aussi. Ça va, voilà, c'est ça. Et bien le décrire. Et ça, c'est ces métiers de... Les données entrantes, ça c'est primordial en IA. Ouais. Absolument. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment important. Il y a une autre partie qui est intéressante également, c'est que pour donner plus de vie aussi à ces mondes virtuels, on peut imaginer l'IA venir supporter des avatars qui seront des avatars pilotés dans les mondes virtuels. Et pourquoi pas venir simuler des personnages non joueurs, comme on dit dans les jeux de rôle, où effectivement on va pouvoir dialoguer avec des avatars qui viendront vous mettre encore plus en situation. Donc ça c'est intéressant et d'ailleurs ça me fait toujours penser en fait au test de Turing. Ouais. Qui finalement se voulait il y a très longtemps, dans les années 50, montrer effectivement que l'intelligence artificielle pourrait venir tromper l'humain dans un dialogue. Là, en fait, est-ce qu'à un moment, vous saurez qui, en face de vous, dans une réalité virtuelle, de cet avatar avec lequel vous êtes en train de dialoguer, est-ce qu'il est la représentation d'un être humain derrière ou bien une intelligence artificielle ? C'est ce qu'on pourrait appeler l'ère de la post-réalité.
pas la post-vérité, mais c'est de savoir si derrière il y a un agent conversationnel alors là, qui est tout ça va animé par une IA. Ça va pas rassurer les organisations qui se disent il faut qu'on aille vers ces technologies, mais finalement on a plein de questions parce que ces sujets d'intelligence artificielle posent la question de la confiance. Bien sûr. Comment est-ce qu'on traite cela avec les organisations qui veulent expérimenter les métavers, les IA génératives ? Alors moi déjà, je pense que sur la partie, on est en train de parler de l'identité et du fait de s'assurer que effectivement de l'identité de la personne qui est avec nous dans cette réalité virtuelle. C'est-à-dire, il faut rédiger une charte. Je pense qu'effectivement, il y a un côté éthique, et Adrien va certainement vouloir rebondir sur le sujet, qui est derrière tout ça, mais il y a aussi un côté d'outils. Je pense que là où aujourd'hui la gestion de l'identité, qui sont des outils à part entière dans le numérique, qui sont très importants, doit aussi se saisir de ce sujet. Et en fait, les éditeurs de gestion d'identité doivent s'adapter également pour pouvoir assurer l'identité d'une personne qui est derrière un avatar ou d'un avatar lui-même pour que vous puissiez être sûr des gens avec lesquels vous êtes en train de dialoguer. Alors, chers invités, on a à peine 2 minutes pour résumer ce qui est important à retenir sur ce sujet des métavers et des IA génératives. Peut-être, Adrien, vous voulez commencer ? D'accord. Sur les métavers, il faut en parler au pluriel. C'est des métavers et pas un métavers. Les métavers ne sont pas méta. Les métavers ne sont pas le Web3. Les métavers sont des espaces virtuels, temps réel, partagés, persistants. À très court terme, c'est l'intersection des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Ça va poser beaucoup d'opportunités. Ça va susciter beaucoup d'opportunités culturelles et industrielles en France. Il faut se saisir maintenant de ces sujets. Et puis, il y a des enjeux très différents en fonction des cas d'application sur les métavers. Jean-François, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce sujet des métavers aujourd'hui, sur les opportunités business Oui, d'abord, en fait, le métavers n'est pas mort, contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre. Deuxièmement, les technologies qui sont derrière le métavers peuvent être utilisées également de manière séparée, je dirais, comme la réalité virtuelle, etc. Et puis, enfin, on est sûr aujourd'hui que ces technologies vont apporter beaucoup en matière d'enseignement, de l'immersive learning, comme on l'appelle, à savoir le fait de se mettre dans une situation, mais également en matière culturelle, on l'a mentionné, et puis dans toutes les expériences qu'on peut imaginer qui prennent forme en dehors de la réalité. Merci beaucoup. C'était donc notre talk avec Jean-François Gaudy, directeur de l'innovation groupe chez Inetom, et Adrien Badevant, avocat associé chez Badevant Avocats. Merci de nous suivre dans Smart Digital. On se retrouve très bientôt. Retrouvez Smart Digital avec Inetom et ses athlètes du digital, leader des services et des solutions numériques.